Pendant 21 jours, le manoir Rousseau est resté plongé dans un silence inquiétant. Ce n'était pas le silence du calme ni celui de la nuit tranquille, mais un silence pesant, chargé de peur, de culpabilité et de désespoir. Les murs blancs, les planchers de marbre et les fenêtres immenses semblaient observer tout cela sans rien dire, comme s'ils gardaient un secret. Derrière l'une de ces portes fermées, une petite porte s'est ouverte lentement. Émilie Rousseau, âgée d'environ 8 ans, n'avait pas mangé depuis 3 semaines. Ni soupe, ni fruits, ni pain. Rien. Les médecins privés allaient et venaient tous les jours. Les meilleurs de France. Certains d'entre eux venaient spécialement de Paris pour la voir. Examen, études, analyses, IRM. Tout était normal. Son corps était sain, ses organes fonctionnaient, elle n'avait aucune pathologie physique, mais elle ne mangeait tout simplement pas. C'est psychologique, disait-il. C'est un traumatisme profond et répété. Elle a besoin de temps, concluait-il. Mais le temps était justement ce qu'Émilie n'avait pas. Son père, Alexandre Rousseau, l'un des entrepreneurs les plus puissants du pays, passait d'une réunion à l'autre avant de se précipiter dans la chambre de sa fille, le téléphone à la main et la cravate desserrée. Il avait négocié des contrats de plusieurs millions sans sourciller. Il avait dirigé des entreprises sans remords, mais maintenant, il se sentait complètement démuni devant une fillette qui refusait de manger. Chaque nuit, Alexandre s'asseyait sur une chaise dans la chambre d'Émilie. « Mange un petit peu, mon amour », la suppliait-il d'une voix brisée. « Juste une bouchée. » Elle le regardait puis baissait les yeux. Silence. Elle ne pleurait pas, ne criait pas, ne protestait pas, elle s'éteignait simplement. La maison était remplie d'employés, de cuisiniers, d'enseignants, de thérapeutes, de gardiens, mais il n'y avait personne qui s'intéressait vraiment à Émilie. La maison semblait froide, tendue, comme si tout le monde marchait sur des œufs. Un matin, la gouvernante principale démissionna. Elle sortit en pleurant. Cet endroit est rempli de tristesse. Je ne peux plus. Ce même jour, le majordome engagea une nouvelle remplaçante. Elle s'appelait Rose. Rose arrivait tôt, avant tout le monde. Elle portait des vêtements simples, usés, et portait un vieux sac à dos. Ses mains montraient des années de travail difficile. Lorsqu'elle entra dans le manoir, elle resta immobile pendant une seconde, impressionnée par le luxe, mais ne dit rien. « Les règles sont claires », déclara le majordome. « Vous ne pouvez pas entrer dans cette pièce. Vous ne pouvez pas parler avec l'enfant. Vous ne pouvez pas interférer. » Pendant qu'elle nettoyait les longs couloirs brillants, Rose sentait quelque chose d'étrange dans l'atmosphère. Elle n'était pas censée s'approcher de là, mais elle entendit un bruit provenant de la chambre. La porte de la chambre était entr'ouverte. Alors elle vit Émilie assise sur son lit, serrant une vieille peluche contre elle. Elle ne ressemblait pas à une petite fille, pas à une héritière millionnaire, juste à une petite fille seule. Rose hésita. Elle savait qu'elle ne devait pas entrer, mais quelque chose en elle la poussa. Elle entra doucement et s'assit par terre, loin du lit. Elle ne parla pas de nourriture, elle ne parla pas de médecin, elle ne parla pas de son père. Quand j'étais petite fille, dit-elle doucement, il y a eu des jours où je ne mangeais pas. Non pas parce qu'il n'y avait rien à manger, mais parce que je ne voulais rien ressentir. Émilie leva les yeux. C'était la première fois en une semaine qu'elle regardait quelqu'un directement. « Et qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda-t-elle d'une voix éteinte. Rose sourit tristement. « Quelqu'un s'est assis à côté de moi et ne m'a obligé à rien. » Émilie serra sa peluche. Depuis la porte, sans faire de bruit, Alexandre observait. Il était paralysé. Personne n'avait réussi à faire parler sa fille. Plusieurs minutes passèrent en silence et alors se produisit quelque chose que personne n'attendait. Émilie dit « J'ai un petit peu faim ». Alexandre crut que son cœur s'arrêtait. Rose ne célébra pas, ne sourit pas largement, n'appela personne, elle répondit simplement « C'est bien, quand tu seras prête ». Cette nuit-là, pour la première fois en 3 semaines, Émilie mangea une bouchée de pain. Alexandre se retrouva seul dans son bureau et Rose comprit que ce n'était pas la fin, mais le début d'une vérité que personne dans cette maison ne voulait affronter. Le lendemain matin, une atmosphère différente régnait dans le manoir Rousseau. Il n'y eut pas de cris, ni de médecins courant dans les couloirs, ni de discussions à voix basse. Quelque chose de nouveau flottait dans l'air. De l'espoir, mais un espoir fragile, comme du verre sur le point de se briser. Émilie avait mangé du pain. Peu, certes, mais elle avait mangé. Alexandre n'avait pas dormi de la nuit. Il était resté dans son bureau à regarder les caméras de sécurité, repassant encore et encore les images de Rose assise par terre avec sa fille. Elle ne parlait pas de nourriture, elle ne parlait pas de traitement, elles étaient juste là ensemble. « Qu'est-ce qu'elle fait ?» se demandait-il encore et encore. Le lendemain, les médecins revinrent. Lorsqu'ils apprirent qu'Émilie avait mangé, ils réagirent avec prudence. « C'est peut-être temporaire, » dit l'un. « Il ne faut pas créer de fausses attentes », ajouta un autre. Alexandre serra les dents. Pour la première fois, il ressentit quelque chose proche de la colère envers eux.
Je veux que cette femme retourne la voir, ordonna-t-il. Le silence fut pesant. Monsieur, elle n'a pas de formation, répondit le psychologue principal. Elle n'est pas professionnelle, mais elle est la seule qui ait obtenu un résultat, répliqua Alexandre fermement. Cela me suffit. Rose fut convoquée dans le bureau. Elle entra la tête basse, nerveuse, s'attendant à un renvoi ou à un reproche. « Qu'avez-vous dit à ma fille » demanda Alexandre sans détour. Rose respira profondément. « Rien de spécial, monsieur. Je ne lui ai pas parlé de nourriture, je lui ai parlé de solitude. » Alexandre resta silencieux. « Solitude. » « Oui, » répondit Rose. « Parce que votre fille n'a pas arrêté de manger parce qu'elle était malade. Elle a arrêté de manger parce que personne ne l'écoutait. » Ces mots frappèrent plus fort que n'importe quel diagnostic médical. Alexandre permit à Rose de retourner dans la chambre d'Émilie, mais à une condition, qu'il soit présent. Lorsqu'ils entrèrent, Émilie était assise près de la fenêtre. Elle n'avait pas touché au petit déjeuner qui était déjà sur la table. Rose ne se précipita pas. Elle s'assit une nouvelle fois par terre. « Je peux m'asseoir ici aujourd'hui aussi ?» Émilie acquiesça. Alexandre observait depuis le coin sans rien dire. « Sais-tu pourquoi parfois le corps arrête de réclamer de la nourriture ?» demanda Rose avec douceur. Émilie secoua la tête. « Parce que quand le cœur est plein de douleur, le corps se ferme. C'est comme dire ça suffit. » Émilie déglutit. « J'ai dit ça suffit » murmura-t-elle. Alexandre sentit ses jambes se dérober. « À quoi, mon amour ?» demanda-t-il en s'approchant. Émilie le regarda pour la première fois directement dans les yeux. « À espérer. » Silence. « Espérer quoi ?» insista Alexandre. Elle lâcha sa peluche. « Que tu reviennes. » Alexandre recula comme si on l'avait frappé. Rose ferma les yeux une seconde. C'était là le secret. Émilie commença à parler d'une voix tremblante mais ferme. « Avant, quand maman était vivante, tu m'emmenais à l'école. On était ensemble. Tu me lisais des histoires le soir. » Alexandre ne respirait plus. Après, tu n'étais plus là. Toujours au téléphone, toujours occupé. Les mots étaient simples, mais la douleur était immense. Je voulais que tu me remarques, continua Émilie. J'ai pensé que si je m'enfermais, si j'arrêtais de manger, tu resterais. Alexandre tomba à genoux. Les larmes qu'il avait retenues pendant des années s'écoulèrent enfin. Pardonne-moi, répéta-t-il. Pardonne-moi. Rose se leva lentement. Monsieur, dit-elle avec respect. Votre fille n'a pas besoin de médecin, elle a besoin de son papa. Ce jour-là, Émilie mangea de la soupe. Non pas parce qu'on la lui offrait, mais parce qu'elle ne se sentait plus seule. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Car cette même nuit, Rose découvrit quelque chose au fond d'une poubelle de la cuisine qui changea tout. Une vieille lettre déchirée, écrite par la mère d'Émilie, qui n'avait jamais été ouverte. Et elle expliquait pourquoi Émilie savait exactement comment disparaître. Le silence était revenu dans la maison, mais ce n'était plus le même silence qu'avant. Maintenant, il ne pesait pas, il faisait mal. Alexandre resta assis toute la nuit par terre dans la chambre d'Émilie, le dos contre le mur, regardant sa fille dormir pour la première fois paisiblement depuis des semaines. Sa respiration était douce, régulière, vivante. Rose quitta la chambre sans faire de bruit et se dirigea vers la cuisine pour nettoyer comme tous les soirs. Personne ne la regardait. Personne ne semblait se souvenir qu'elle était là. C'était ainsi depuis toujours dans sa vie, invisible. Pendant qu'elle vidait une poubelle, quelque chose attira son attention. Une vieille enveloppe, jaunâtre, déchirée sur un côté. Elle ne ressemblait pas aux autres papiers. Rose hésita. Elle savait qu'elle ne devait pas lire ce qui ne lui était pas destiné, mais quelque chose, comme avec Émilie, lui disait que ce papier n'était pas arrivé là par hasard. Elle l'ouvrit avec précaution. L'écriture était délicate, féminine, tremblante. « Alexandre, si tu lis ceci, c'est que je ne suis plus là. » Rose sentit un frisson. C'était une lettre. De la mère d'Émilie. Rose lut en silence, le cœur battant. Notre fille est forte mais sensible. Elle n'a pas besoin de jouets coûteux ni de grandes maisons. Elle a besoin de temps. Elle a besoin de câlins. Si un jour elle arrête de parler, de rire ou de manger, n'appelle pas d'abord un médecin. Regarde-la dans les yeux. Les mains de Rose commencèrent à trembler. Si tu deviens comme mon père, elle ne te criera pas dessus. Elle s'éteindra en silence comme je l'ai fait. Rose ferma les yeux. Maintenant tout prenait sens. La lettre avait été écrite 3 jours avant la mort de la mère d'Émilie. Rose respira profondément et prit la décision qui pouvait lui coûter son travail ou changer une vie. Elle alla directement au bureau d'Alexandre. Il était assis devant son bureau, les yeux rouges, regardant une vieille photo de lui, petit, avec sa mère. « Monsieur, » dit Rose d'une voix ferme. « Vous devez lire ceci. » Alexandre leva les yeux, sur le point de protester, jusqu'à ce qu'il voie l'enveloppe. « D'où sortez-vous ça ?» demanda-t-il d'une voix brisée.
De la poubelle, répondit Rose. Elle n'aurait jamais dû s'y trouver. Alexandre ouvrit la lettre, lut la première ligne et s'effondra. Les larmes coulèrent sans contrôle tandis qu'il lisait mot par mot. Chaque phrase était un coup, chaque souvenir, une culpabilité qu'il avait évitée pendant des années. « Je ne l'ai jamais lu », murmura-t-il. « Je pensais que je n'étais pas prêt. » Rose le regarda avec compassion, pas avec jugement. « Votre fille est prête, dit-elle. Prête à disparaître si personne ne la voit. » Alexandre s'effondra sur son bureau, la tête dans les mains. « Qu'est-ce que je suis censé faire ?» demanda-t-il. « Je ne lui ai jamais parlé de cette lettre. » Rose répondit par une phrase simple, mais dévastatrice. « Les enfants attendent que les adultes s'en rendent compte. » Cette nuit-là, Alexandre fit quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis la mort de son épouse. Il entra seul dans la chambre d'Émilie, s'assit à côté du lit et parla. « Ta maman a écrit quelque chose pour moi, dit-il. J'ai été un lâche. Je ne l'ai pas lu. » Émilie ouvrit lentement les yeux. « Elle me parlait dans mes rêves, murmura-t-elle. Elle me disait que tu ne reviendrais pas, que tu ne me verrais pas. » Alexandre sentit son âme se déchirer en deux. « Je suis là, dit-il. Et je ne pars plus. » Elle tendit la main et il la prit. Pour la première fois en années, il n'avait plus peur de lâcher prise. Mais pendant que père et fille s'embrassaient, Rose observait depuis la porte avec une tristesse profonde, car elle savait quelque chose qu'il ignorait. Elle n'avait pas été amenée dans cette maison par hasard et le passé qui l'avait conduite jusqu'ici était sur le point de sortir à la lumière, car Émilie n'était pas la seule enfant qui avait arrêté de manger pour se sentir invisible.